maintenant qu'on a vu les lois de la réflexion, on va pouvoir s'intéresser à comment est-ce qu'on peut traiter un problème avec un miroir plan. Donc, le miroir plan, ça reste un exemple particulier de problème de réflexion, mais ça va être un problème qu'on va rencontrer quand même très souvent et ça va nous donner déjà une bonne partie des outils qui vont nous servir à traiter d'autres types de miroirs par la suite. Donc, commençons avec un petit schéma. Ici, on a un personnage qui va être, qui va nous servir d'objet. Ça va être ça qu'on va regarder. On s'intéresse à le personnage qui est ici. On va voir deux tracés différents qui correspondraient à deux positions d'observateurs différents. Et on va voir comment est-ce qu'on peut se créer, si vous voulez, une espèce de construction mathématique qui nous évite d'avoir à retracer à chaque fois tous les rayons. Donc, on va s'intéresser, comme souvent, aux deux extrémités de mon objet. On va regarder le point le plus en haut et le point le plus en bas de mon objet, ou dans ce cas-ci, de la personne qu'on souhaite regarder. Si mon observateur, ici, est placé au point P1, à l'endroit où est mon premier œil, je vais avoir un tracé de rayon qui va ressembler à ça ici. Comment est-ce que je peux déterminer les positions de mes rayons? Je vais regarder au sommet et au bas de mon objet. Et disons que je m'intéresse au tracé de rayon qui part du sommet. Je sais que par rapport à ma normale ici, je devrais avoir toujours ma règle de réflexion qui est respectée. Donc, l'angle d'incidence ici va être le même que l'angle de réflexion de l'autre côté. Si j'ai le même angle de chaque côté, il s'ensuit que je dois avoir la même distance ici et ici. Donc, la distance séparant l'œil du point de contact, du point de réflexion, va être la même que la distance qui sépare le point de réflexion du sommet de mon objet. Ça, c'est pour spécifiquement le rayon qui part du sommet de la tête de mon personnage et qui se rend dans l'œil. Il y a des rayons qui s'en vont dans toutes les directions, on n'oublie jamais. En réalité, je vais avoir des rayons qui vont partir ici, ici, et ainsi de suite. Mais celui qui va terminer dans l'œil de mon observateur, ça va être celui qui va avoir suivi le parcours correspondant avec les angles ici qui sont égaux l'un à l'autre. Je peux refaire le même processus pour mon deuxième rayon, celui qui partirait des pieds, et de cette façon-ci, je verrai que le rayon, l'objet finalement, est contenu dans cette section-ci. Ça, c'est si je veux faire mon tracé pour la première position d'observateur. Je pourrais faire la même chose maintenant pour une deuxième position. On l'a déjà fait d'avance ici. Et j'ai tracé cette fois-ci en jaune la position, les tracés de rayons qui mènent à mon œil. Toujours, on insiste là-dessus, les directions des rayons doivent être indiquées. Donc, on l'indique avec une petite flèche. L'idée, c'est que par contre, je ne veux pas en général avoir à retracer à chaque fois tous les rayons. Et on va se construire une espèce d'objet mathématique qu'on va appeler l'image. Et l'image, c'est... Coupons ça. Donc ici, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de comparer les rayons qui entrent dans l'œil de mon observateur à qu'est-ce qui arrivait ou qu'est-ce qui arriverait si mon observateur regardait l'objet directement. Si mon observateur regardait l'objet, on va se tracer ça un petit peu à côté ici. Si je regarde directement mon objet, ce qui va arriver, c'est que je vais avoir les rayons qui partent du sommet de la tête de mon personnage, qui s'en viennent vers l'œil.
J'ai les rayons qui partent des pieds, qui s'en viennent vers l'œil. Donc, j'ai des rayons comme ça qui viennent converger en direction de l'œil. Il se trouve qu'ici, j'ai exactement la même chose. Dans les deux cas, j'ai des rayons qui proviennent comme ça, qui semblent provenir de quelque part. En réalité, ils proviennent de la réflexion de mon objet. Mais ils semblent toujours comme ça provenir d'un endroit qui est situé derrière le miroir. Mon œil n'est pas en mesure de distinguer le fait qu'en réalité, les rayons ont été réfléchis. Mon œil a toujours l'impression que les rayons arrivent en ligne droite parce que dans la nature, c'est ça que ça fait. Donc, pour mon œil, ça va être exactement la même chose si j'ai des rayons qui ont été réfléchis comme ça ou si les rayons provenaient plutôt d'un endroit quelque part ici, au prolongement de mes rayons. Au prolongement de mes rayons ici. Et il se trouve que peu importe où mon œil se déplace, mes rayons semblent provenir du même endroit. Ils semblent toujours provenir de l'endroit ici. Et ça ici, l'espèce d'objet qui est ici mais qui n'est pas réellement là, c'est ça qu'on va appeler l'image. Et on va dire que l'image a une dimension et est à une certaine distance. On va noter la distance apparente de l'image ici par la variable Q et la distance de l'objet à laquelle on va souvent avoir besoin de faire référence, on va l'appeler P. Et ce qui est important de se dire ici, c'est que peu importe comment je déplace mon observateur, mes rayons semblent toujours provenir de l'image. C'est comme si j'avais des rayons ici qui arrivaient de cet endroit-ci. Et si je me déplace, je vais être en mesure de voir l'objet sous l'angle qui correspond. Et c'est la raison pour laquelle on a toujours l'impression, lorsqu'on regarde à travers un miroir, que c'est comme si on avait une pièce différente à côté. Que c'est comme si c'était vraiment un endroit qui existe, parce que si je me déplace de gauche à droite, de haut en bas, je vais être en mesure d'avoir différents angles de vue sur les différentes images qui sont formées derrière le miroir. Et pour le reste du cours, on va vraiment se concentrer sur cette notion-là d'image et les différentes caractéristiques que vont avoir l'image formée par un miroir donné. Ici, on va avoir 4 caractéristiques importantes pour l'image formée par un miroir plan. La première, c'est que l'image est symétrique par rapport au plan. Donc, imaginons que pour se donner quelque chose qui n'est pas symétrique, pour être en mesure de voir les distinctions, mon personnage tient une rose ici, tient une fleur, bien, la fleur va se retrouver dans l'autre main pour mon personnage ici. Parce que mon image va avoir été réfléchie, va avoir subi une réflexion par rapport à l'axe de symétrie correspondant au miroir. Donc l'image est symétrique par rapport au plan du miroir. La deuxième caractéristique, qui est peut-être un petit peu moins évidente ici, ça va être que la grandeur de l'objet va toujours être la même que la grandeur de l'image. Donc, on va souvent noter ça dans le cadre du cours par la variable ici. On va noter la hauteur, un petit peu trop grand. La hauteur de l'image et la hauteur de l'objet ici par HO ou HI ou encore tout simplement I
et haut. Je vous mets les deux variables parce que dépendant d'un manuel à l'autre, la notation va changer un petit peu. Mais le principe restera toujours le même. Donc ici, ça va être vrai. Cette relation va être vraie pour les hauteurs, mais évidemment, elle va être vraie également pour les distances. On va voir que le signe de P et de Q va avoir une signification vraiment particulière. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail lorsqu'on arrivera au miroir concave et convexe. Mais on peut tout de suite savoir également que la norme de P va être égale à la norme de Q. Ou encore, pour l'instant, on peut considérer que c'est tout simplement la distance entre l'objet et le miroir va être la même que la distance entre l'image formée et le miroir, ou l'image apparente. Troisième caractéristique, l'image est droite. Et par là, on veut dire que l'image n'est pas inversée verticalement. Donc, si mon personnage pointe vers le haut, mon personnage va pointer vers le haut ici également. On va voir que d'autres types de miroirs vont avoir la propriété de prendre un objet qui serait droit et créer une image qui serait inversée. Donc, si mon personnage ici aurait la tête en haut, dans l'image formée, il aurait plutôt la tête en bas. Ce n'est pas le cas, par contre, pour les miroirs plans. Et finalement, l'image est virtuelle. Qu'est-ce que ça signifie une image virtuelle? Ça veut dire que l'image ne se forme pas pour vrai à cet endroit-ci. Ça se forme derrière le miroir. Dans la réalité, vous savez très bien qu'il n'y a rien derrière le miroir. Mon miroir, il y a une surface opaque. Si je m'en vais regarder à une certaine distance derrière mon miroir, il n'y a rien qui va arriver à cet endroit-là. Il n'y a pas une image qui se forme pour vrai à cet endroit-là. D'autres formations d'images vont pouvoir exister qui vont être non pas l'endroit où les prolongements des rayons se croisent. On va voir ici, c'est pas nécessairement apparent en quoi mes rayons se croisent, mais on va voir la façon de les tracer correctement pour bien voir l'endroit où se forme l'image. Mais c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas à cet endroit-là pour vrai. À l'inverse, on va pouvoir à l'occasion faire converger des rayons sur un écran. Et si vous regardez par exemple l'image qui est formée par un rétroprojecteur ou un projecteur, l'image existe sur l'écran de façon nette. Donc on peut l'observer sans avoir besoin de regarder à travers un appareil optique. Ici, on n'a pas le choix de regarder à travers le miroir pour être en mesure de voir notre image. Et c'est ce qu'on va appeler une image virtuelle. On va revenir beaucoup sur la distinction entre image réelle et virtuelle dans les prochains jours. Donc on va dire que l'image est virtuelle.
Et voilà, c'est ce qui va couvrir l'ensemble des propriétés d'un miroir plan, les propriétés de l'image. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. On continue ensuite en parlant du champ de vision d'un miroir plan dans quelques minutes.